comment le management peut s'assurer de faire en sorte que ça soit le moins problématique possible en termes d'environnement? Quels sont les moyens en fait? Le problème, c'est que les managers sont les premiers touchés par, voilà, par le burn-out, puisqu'ils n'ont, alors, ils sont pas forcément formés. Je pense, quand je dis formés, c'est vraiment à l'exercice réel du métier, hein. Je ne parle pas du diplôme, hein. Le diplôme, moi, je connais aucun référentiel de master en management qui aborde réellement les vrais sujets auxquels les managers seront confrontés. Donc, ils sont pas formés. C'est-à-dire, ils font comme ils peuvent. Certains, en plus, ont été promus alors qu'ils n'avaient pas les compétences, enfin, le potentiel pour. C'est de très bons techniciens. Mais être technicien et être manager, ça n'a absolument rien à voir. Ce ne sont pas les mêmes compétences. Donc, ils sont pas formés, ils sont pas accompagnés, ils sont eux-mêmes complètement sous l'eau. Et bah, parfois, ils vont passer une grande partie de leur temps à faire du reporting. Donc, ils peuvent être loin de leur équipe géographiquement, mais même être loin parce que pas la possibilité, pas le temps pour avoir ces temps en fait d'échange avec les équipes. Et puis parfois ils reçoivent en fait tout ce que les équipes, euh, toutes les difficultés rencontrées par les équipes, mais ils n'ont pas les relais ensuite. Donc ils se retrouvent à porter ça. Et là, tout à l'heure, je parlais du sentiment, enfin, d'impuissance. Là, on peut être là-dedans, quoi. Donc, s'il n'y a pas un relais, alors le manager, donc soit effectivement lui-même va en parler à son N+1, il va voir l'écoute ou pas. Il va aller vers les RH. Les RH bah, sont pris en étau aussi parce que par rapport à, enfin, malgré ce qu'on peut penser, les RH n'ont pas la main sur ces sujets, hein. C'est la direction qui décide vraiment. On a toute une strate en fait de personnes qui peuvent être bah, face à des difficultés dont la direction refuse oui, que la direction refuse de considérer. Et donc, voilà, c'est beaucoup plus simple aussi pour ça de rester sur le travail prescrit parce que quand on rentre dans le travail réel, c'est un peu comme si on ouvrait une boîte de Pandore, il faut être prêt à faire face derrière. Parce qu'il ne suffit pas de dire, bah oui, on va faire un diagnostic. S'il y a rien de mis en œuvre derrière, rien ne changera et ce sera même encore, enfin, le sentiment, il sera encore même pire pour, du côté des salariés, quoi. Alors, je sais que tu penses que, en tout cas, il y a quelque chose qui t'énerve profondément, c'est le fait qu'on dise aujourd'hui que le burn-out, c'est une source d'opportunité. Est-ce que tu veux bien préciser ce qui t'énerve le plus dans cette phrase et pourquoi ça t'énerve? Bah, bah, honnêtement, alors je sais bien que après coup, ça peut être bien de chercher des choses du positif dans tout, mais à un moment donné, ça a aussi ses limites. Qui peut se réjouir, honnêtement, d'avoir vécu ces situations-là? C'est, enfin, je pense que si on a l'opportunité de travailler dans un environnement qui permet vraiment de pouvoir bien faire son travail, qui choisirait, hein, si vous il y a deux scénarios. Le premier, vous êtes dans un environnement où vous allez être en souffrance et peut-être après, on ne sait pas d'ailleurs voilà, ce qui se passera. Et d'un autre, vous avez l'opportunité de travailler dans un environnement qui vous permet de vous épanouir. Qui choisirait la souffrance? Franchement, voilà, ça. C'est aussi un peu dans cette tendance de forcément vouloir trouver du positif dans tout, mais à un moment, ça a ses limites parce que derrière, ça aussi, bah, ça remet encore une fois la responsabilité sur l'individu, alors qu'à la base, l'entreprise en tant qu'employeur a une obligation de santé, sécurité au travail.
cette obligation, malheureusement, elle est globalement pas forcément respectée. Et on remet sur l'individu la responsabilité ensuite d'en faire quelque chose de positif. Enfin, je trouve c'est un peu quelque part, oui, c'est le système qui veut ça. Ça vient servir le capitalisme en fait, quoi. Donc c'est pour tous ces aspects-là que ça m'énerve. Et dans ce cas-là, comment on fait pour obliger l'employeur, la direction, le management, en tout cas une partie du management, le management de tout en haut, de prendre ses responsabilités et de s'obliger à sécuriser ses salariés? Alors, si j'avais la réponse, je serais encore en poste RH. Voilà. J'ai malheureusement pas trouvé quelle serait. J'ai essayé plein de choses, hein, mais j'ai pas trouvé qu'est-ce qui pourrait vraiment faire générer un déclic, un point de bascule. Ce qui est aujourd'hui, il y a une obligation, mais malheureusement, pour si le ou les salariés qui vivent ces situations ne saisissent pas les prud'hommes, il va pas se passer grand-chose derrière. C'est ça aussi qui est un petit peu compliqué parce que même en sollicitant l'inspection du travail, ça garantit pas derrière forcément qu'il y ait des évolutions. Le médecin du travail lui-même est complètement submergé au vu du nombre de dossiers qu'ils doivent suivre. Donc, il est possible que le médecin du travail soit lui-même en situation d'épuisement professionnel. Donc là, à ce jour, je n'ai pas de réponse. La seule chose que j'ai pu constater, c'est que c'était quand même lié à des convictions vraiment du dirigeant lui-même. Si il a une vraie conviction enfin, une considération de l'humain, à ce moment-là, il va être enfin pour lui, ça va être important qu'il y ait des bonnes conditions de travail et aussi de s'assurer que ce qu'il veut mettre en place, bah, ça répond bien aux attentes des collaborateurs. Ça, voilà, j'ai pu constater que c'était, parce que des entreprises qui fonctionnent autrement, qui considèrent les salariés, il y en a. Mais c'est quand même lié à des convictions personnelles du dirigeant. Je n'ai pas connu en fait de dirigeants qui auraient vraiment switché comme ça, à part quelqu'un qui aurait vécu un événement un petit peu dramatique dans sa vie personnelle et qui aurait fait reconsidérer plein de choses. C'est la seule situation hein, à laquelle je pense où il y a eu un changement. Et sinon, finalement, tout le monde est un peu enfermé dans ce système. Et pour sortir de ce système, bah, c'est risqué. Donc, un dirigeant, manager qui se voit futur dirigeant, qui voit bah, sa carrière, s'opposer faire autrement, c'est risqué. Parce qu'à un moment donné, on va lui mettre un stop. Donc, soit s'il veut vraiment, il veut continuer à évoluer, alors, soit il crée son entreprise, voilà. Mais sinon, s'il veut évoluer en tant que salarié, il doit jouer le jeu. Sinon, on va lui mettre un stop à un moment donné, quoi. Donc, voilà ce que je dirais. Après, il y a d'autres... alors là, je parle plus quand même des entreprises d'une certaine taille. Il y a aussi, on peut retrouver dans des entreprises plus familiales où les personnes, là, c'est plus un manque de compétences, je vais le dire ça comme ça. Ils voudraient bien faire, il y a une bonne intention, mais ils s'y prennent pas de la bonne façon et ça a un effet contre-productif. Et par contre, ils acceptent pas forcément une aide extérieure pour les faire évoluer parce que voilà, en tant que dirigeant, visiblement, c'est pas forcément, c'est difficile à accepter d'être accompagné. Voilà, moi je trouve ça vraiment dommage parce que
bah, c'est quand même la seule façon de progresser, c'est de s'entourer, voilà, de personnes qui peuvent nous permettre d'évoluer, quoi. Surtout que derrière, enfin, il y a quand même des enjeux importants sur les personnes et sur la santé des collaborateurs, quoi.